ce qui se passa sur le pont de Hall Creek. Un récit d'Ambrose Bierce. Narration, l'autre monde des contes. Un homme se tenait sur un pont de chemin de fer dans le nord de l'Alabama, regardant l'eau rapide qui coulait 20 pieds plus bas. Ses mains étaient liées derrière son dos, ses poignets serrés par une corde. Une autre corde entourait étroitement son cou, fixait une poutre solide au-dessus de sa tête, son extrémité relâchée tombant jusqu'à ses genoux. Quelques planches mal ajustées, posées sur les traverses du pont soutenant les rails, lui servaient d'appui, ainsi qu'à ses bourreaux. 2 soldats de l'armée fédérale sous les ordres d'un sergent qui, dans la vie civile, avait peut-être été shérif adjoint. Un peu en retrait, sur la même plateforme de fortune, un officier en uniforme, armé, observait la scène. Il était capitaine. À chaque extrémité du pont, un sentinelle se tenait immobile, le fusil en position de repos, vertical devant son épaule gauche, le chien reposant sur son avant-bras croisé sur la poitrine. Posture rigide et formelle imposant un maintien droit du corps. Leur rôle ne semblait pas être de s'intéresser à ce qui se déroulait au centre du pont. Ils se contentaient de bloquer l'accès aux planches du tablier. Au-delà de l'un des sentinelles, personne n'était visible. La voie ferrée s'enfonçait droit dans une forêt sur une centaine de mètres, puis disparaissait dans un virage. Il y avait sans doute un avant-poste plus loin. De l'autre côté du ruisseau, le terrain était dégagé. Une pente douce couronnée d'une palissade de troncs tressés, percée de meurtrières pour fusil et d'une unique embrasure où pointait le canon d'un obusier de bronze braqué sur le pont. À mi-pente entre le fort et la rivière, se trouvait un détachement d'infanterie au garde-à-vous. Fusils posés crosse au sol, les canons inclinés contre les épaules droites, les mains croisées sur la crosse. Un lieutenant, placé à l'extrémité de la ligne, tenait la pointe de son épée contre le sol, la main gauche posée sur la droite. À part les 4 hommes rassemblés au centre du pont, aucun ne bougeait. La troupe faisait face à la scène, impassible, figée. Les sentinelles, tournées vers les rives, semblaient des statues postées pour orner le pont. Le capitaine, les bras croisés, observait en silence le travail de ses subordonnés sans un geste. La mort est un dignitaire qui, lorsqu'il s'annonce, doit être reçu avec solennité, même par ceux qui lui sont les plus familiers. Et dans le code de l'étiquette militaire, silence et immobilité sont des formes de respect. L'homme que l'on s'apprêtait à pendre semblait avoir environ 35 ans. Son allure indiquait qu'il était un civil, probablement un planteur. Il avait de beaux traits. Un nez droit, une bouche ferme, un large front sur lequel ses longs cheveux noirs, coiffés en arrière, retombaient derrière ses oreilles jusqu'au col de son habit, un manteau bien ajusté. Il portait une moustache et une barbiche taillée en pointe, mais aucune rouflaquette. Ses yeux, grands et gris foncés, avaient une expression bienveillante que l'on n'attendrait pas de quelqu'un ayant la corde au cou. De toute évidence, ce n'était pas un vulgaire assassin. Le vaste code militaire prévoit la pendaison de bien des hommes, et les gentlemen n'y échappent pas. Les préparatifs étant achevés, les 2 soldats reculèrent et retirèrent chacun la planche sur laquelle ils se tenaient. Le sergent se tourna vers le capitaine, salua, puis se plaça immédiatement derrière lui. L'officier fit un pas de côté. Ces mouvements laissèrent seuls, sur une même planche, le condamné et le sergent, cette dernière reposant sur 3 traverses du pont. L'extrémité où se trouvait le civil touchait presque une 4e traverse, sans l'atteindre tout à fait. Jusque-là, la planche avait été maintenue en équilibre par le poids du capitaine. Désormais, c'était le sergent qui en assurait la stabilité. À un signal du premier, le second se retirerait, la planche basculerait et le condamné plongerait entre les traverses. Le dispositif parut lui-même simple et efficace. Ses yeux n'étaient ni bandés ni couverts. Il jeta un regard à son équilibre incertain, puis laissa son regard errer sur les eaux tumultueuses qui s'agitaient sous ses pieds.
Un morceau de bois flottant, emporté par le courant, attira son attention et il le suivit des yeux en aval. Comme il semblait dériver lentement, quel ruisseau paresseux! Il ferma les yeux, voulant fixer ses dernières pensées sur sa femme et ses enfants. L'eau dorée par le soleil matinal, les brumes flottant sous les rives en aval, le fort, les soldats, ce morceau de bois flottant, tout cela avait troublé son esprit. Et voilà qu'il percevait une autre perturbation. Une étrange sensation perça à travers ses pensées. Un bruit net, métallique, percutant, semblable au martèlement d'un forgeron sur une enclume, avec cette même sonorité cristalline. Il se demanda ce que c'était et si cela venait d'une grande distance ou de très près. Il semblait que ce fût les deux à la fois. Le bruit se répétait à intervalles réguliers, aussi lentement que le glas d'un enterrement. Il attendait chaque coup avec impatience et, sans savoir pourquoi, avec une inquiétude croissante. Les intervalles entre chaque frappe s'allongeaient progressivement, devenaient insupportables. À mesure que le bruit s'espaçait, il s'intensifiait, devenant plus net, plus aigu, lui transperçant les tympans comme une lame. Il eut peur de crier. Ce qu'il entendait, c'était le tic-tac de sa montre. Il rouvrit les yeux et aperçut de nouveau l'eau sous lui. « Si je pouvais libérer mes mains, pensa-t-il, je pourrais me débarrasser du nœud et plonger dans le courant. En plongeant assez profond, j'échapperais au balai. En nageant vigoureusement, j'atteindrais la rive. Je prendrai la fuite à travers la forêt et je rentrerai chez moi. Ma maison, Dieu merci, est encore hors de leur portée. Ma femme et mes enfants sont toujours au-delà des lignes de l'envahisseur. » Ces pensées traversèrent l'esprit du condamné en un éclair, fulgurante, plus pressante qu'une réflexion consciente. Le capitaine hocha la tête. Le sergent fit un pas de côté. Peyton Farquhar était un planteur aisé, issu d'une famille respectée d'Alabama. Propriétaire d'esclaves et, comme tous les propriétaires d'esclaves impliqués en politique, il était naturellement un sécessionniste de la première heure, ardemment dévoué à la cause du Sud. Des circonstances impérieuses qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici l'avaient empêché de rejoindre la vaillante armée confédérée qui avait mené les campagnes désastreuses s'achevant par la chute de Corinthe. Il l'enrageait d'être ainsi retenu dans une inaction humiliante, brûlant du désir d'un engagement où il pourrait déployer toute son énergie, de cette vie de soldat qui, à ses yeux, seule donnait accès à la grandeur et à la distinction. Cette occasion, il le savait, viendrait, comme elle vient pour tous en temps de guerre. En attendant, il faisait ce qu'il pouvait. Aucun service, si humble fût-il, ne lui semblait indigne s'il pouvait aider la cause du Sud. Aucune entreprise ne lui paraissait trop périlleuse tant qu'elle restait compatible avec son statut de civil qui, au fond de lui, se sentait soldat. Il adhérait sincèrement et sans trop de scrupules à une version au moins partielle de cet adage cynique qui veut que tout soit permis en amour comme en guerre. Un soir, alors que Farquhar et sa femme étaient assis sur un banc rustique à l'entrée de leur domaine, un soldat vêtu de gris s'approcha, monté sur un cheval poussiéreux, et demanda un verre d'eau. Madame Farquhar, ravie de lui rendre service de ses propres petites mains blanches, alla chercher l'eau. Pendant ce temps, son mari s'avança vers le cavalier et lui demanda avec empressement des nouvelles du front. « Les Yankees réparent les voies ferrées, » dit l'homme, « et se préparent à une nouvelle avancée. Ils ont atteint le pont d'Old Creek, l'ont remis en état et ont construit une palissade sur la rive nord. Le commandant a publié un ordre, affiché partout, déclarant que tout civil surpris en train d'endommager la voie ferrée, ses ponts, tunnels ou trains, sera pendu sur le champ. J'ai vu l'ordre moi-même. »« À quelle distance est le pont d'Old Creek ?» demanda Farquhar. « Environ 30 miles. Y a-t-il des troupes sur ce côté du ruisseau ?»« Seulement un poste avancé à demi-mile, le long de la voie, et un unique sentinelle à l'extrémité du pont. »
Parcard esquissa un sourire. Supposons qu'un homme, un civil et fin connaisseur en matière de pendaison, parvienne à contourner le poste avancé et à se débarrasser du sentinelle. Que pourrait-il accomplir? Le soldat réfléchit un instant. « J'étais là il y a un mois, » répondit-il. « J'ai remarqué que les crues de l'hiver dernier avaient entassé une grande quantité de bois flotté contre la pile en bois à l'une des extrémités du pont. Il est maintenant sec et s'embraserait comme de l'amadou. » À ce moment-là, la dame revint avec l'eau. Le soldat but, la remercia cérémonieusement, salua son mari et repartit au fond. Une heure plus tard, une fois la nuit tombée, il passa de nouveau devant la plantation, cette fois en direction du nord, d'où il était venu. C'était un éclaireur de l'armée fédérale. Lorsque Peyton Farquhar chuta droit dans le vide à travers le pont, il perdit connaissance et fut comme un mort avant l'heure. Il fut tiré de cet état des siècles plus tard, lui sembla-t-il, par une douleur aiguë qui lui broyait la gorge, suivie d'une sensation d'étouffement. Des souffrances intenses, fulgurantes, semblèrent jaillir de son cou et se propagèrent à travers chaque fibre de son corps et de ses membres. Elles suivaient des lignes précises, battant avec une périodicité inconcevablement rapide, comme des rivières de feu pulsant en lui et portant sa chair à une température insoutenable. Quant à sa tête, il n'avait plus conscience que d'un poids, une pression intolérable, une congestion brûlante. Ses sensations étaient dépourvues de toute pensée. Sa faculté intellectuelle s'était effacée. Il ne lui restait que la capacité de ressentir, et ce qu'il ressentait n'était que tourment. Il était conscient d'un mouvement. Enfermé dans un nuage lumineux dont il n'était que le cœur incandescent, sans consistance matérielle, il oscillait sur des arcs inimaginables comme un immense pendule. Puis soudain, dans une brutalité absolue, la lumière autour de lui s'éleva en flèche dans un bruit d'éclaboussure assourdissant. Un fracas épouvantable emplit ses oreilles et tout devint noir et froid. Son esprit revint à lui. Il comprit alors. La corde avait cédé et il était tombé dans le courant. Il n'éprouvait plus l'étranglement progressif. La corde nouée autour de son cou le suffoquait déjà et empêchait l'eau d'envahir ses poumons. Mourir pendu au fond d'une rivière. L'idée lui sembla grotesque. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité et aperçut au-dessus de lui une faible lueur, lointaine, inaccessible. Il coulait toujours, car la lumière pâlissait peu à peu, se réduisant à une simple lueur fantomatique. Puis elle se mit à grandir et à briller davantage. Il comprit qu'il remontait vers la surface, et en eut du regret, car une étrange quiétude l'envahissait à présent. « Être pendu et noyé, pensa-t-il, ce n'est pas si terrible, mais je ne veux pas être abattu. Non, je refuse d'être fusillé, ce ne serait pas juste. » Il ne fut pas conscient d'un effort, mais une douleur vive à son poignet lui indiqua qu'il tentait de libérer ses mains. Il porta son attention sur ce combat avec l'indifférence d'un spectateur observant un tour de prestidigitation, sans réel intérêt pour l'issue. « Quelle lutte splendide! Quel effort grandiose, surhumain! Ah, quelle prouesse admirable! Bravo !» La corde se relâcha et tomba. Ses bras se séparèrent, flottant vers la surface, ses mains à peine visibles dans la lumière croissante. Il les regarda avec un intérêt nouveau alors qu'elles bondissaient l'une après l'autre sur le nœud qui lui étranglait le cou. Elles l'arrachèrent et le rejetèrent violemment sur le côté, où il ondula comme un serpent d'eau. « Remettez-la! Remettez-la !» Il crut crier ces mots à ses mains, car la libération de la corde fut suivie de la douleur la plus atroce qu'il eût jamais connue.
Son cou était en feu, son cerveau en ébullition, son cœur, qui jusqu'à là battait faiblement, s'emballa dans un spasme terrible, prêt à bondir hors de sa poitrine. Tout son corps fut secoué d'une souffrance intolérable, brisé par une agonie insurmontable. Mais ses mains rebelles n'obéirent pas. Elles frappèrent l'eau avec force d'un mouvement vif et puissant, le propulsant vers la surface. Il sentit émerger sa tête. Ses yeux furent aveuglés par l'éclat du soleil. Sa poitrine se dilata convulsivement et dans une ultime et suprême torture, ses poumons s'emplirent d'une immense goulée d'air qu'il expulsa aussitôt dans un cri déchirant. Il était à présent en pleine possession de ses sens physiques. Mieux encore, il semblait s'être aiguisé à un degré surnaturel. Quelque chose, dans l'effroyable bouleversement de son organisme, les avait exaltés et affinés au point qu'il lui révélait les choses jamais perçues auparavant. Il sentait chaque ride de l'eau caresser son visage et distinguait leur bruit distinct à mesure qu'elle l'atteignait. Il regarda la forêt bordant la rivière et vit chaque arbre, chaque feuille, les nervures de chacune d'elles. Il vit même les insectes qui les peuplaient, les criquets, les mouches aux corps éclatants, les araignées grises tendant leurs toiles de branche en branche. Il nota les couleurs prismatiques de la rosée sur une infinité de brins d'herbe. Il perçut le bourdonnement des moucherons dansant au-dessus des remous du courant, le battement des ailes des libellules, le frémissement des pattes des araignées d'eau effleurant la surface comme des rames soulevant une barque. Un poisson glissa sous ses yeux, et il entendit le bruit de son corps fendant l'eau. Il était remonté à la surface, le regard tourné vers l'aval du courant. Puis, en un instant, le monde visible sembla pivoter lentement autour de lui, comme s'il en était le centre, et son regard se posa sur le pont, le fort, les soldats postés dessus, le capitaine, le sergent, les 2 soldats, ses bourreaux. Il se découpait en silhouettes noires sur le ciel bleu. Il criait et gesticulait, le pointant du doigt. Le capitaine avait dégainé son pistolet, mais il n'avait pas tiré. Les autres étaient désarmés. Leurs mouvements étaient grotesques, terrifiants, et leurs corps lui parurent gigantesques. Soudain, il entendit une détonation sachée. Quelque chose frappa violemment l'eau à quelques centimètres de sa tête, lui éclaboussant le visage. Une seconde détonation retentit. Il vit l'un des sentinelles, l'arme à l'épaule, et une mince volute de fumée bleue s'élever du canon. Dans l'eau, Farquhar croisa le regard du tireur, figé dans la mire de son fusil. Il remarqua que c'était un œil gris et se souvint avoir lu quelque part que les yeux gris étaient les plus perçants, que tous les tireurs d'élite célèbres en possédaient. Pourtant, celui-ci venait de manquer sa cible. Un contre-courant happa Farquhar et le fit pivoter à demi, l'orientant de nouveau vers les forêts sur l'autre rive, face au fort. C'est alors qu'une voix claire, haute, au ton monocorde, s'éleva derrière lui et franchit le cours d'eau avec une netteté qui domina tous les autres bruits, même le clapotis des vagues dans ses oreilles. Il n'était pas soldat, mais il avait passé assez de temps dans des camps militaires pour comprendre la terrifiante signification de ce chant traînant, aspiré, délibéré. Le lieutenant sur la rive participait désormais à l'exécution. Avec quelle froideur et quelle impassibilité, avec quelle voix calme et égale, inspirante et imposant la tranquillité à ses hommes, avec quelle précision rythmée tombaient ces mots implacables. « Compagnie, on joue. Épaules armes. Prêt. Visez. Feu !» Farquhar plongea aussi profondément qu'il le put. L'eau rugit à ses oreilles comme la voix du Niagara, et pourtant il perçut le grondement assourdi de la salve. Alors qu'il remontait vers la surface, il rencontra de petits éclats de métal, étrangement aplatis, oscillant lentement vers le fond. Certains effleurèrent son visage et ses mains avant de poursuivre leur descente. L'un d'eux se logea entre son col et son cou. Il était brûlant. Il l'arracha vivement. Lorsqu'il émergea enfin, haletant, il réalisa qu'il avait passé un long moment sous l'eau. Il avait sensiblement dérivé en aval. Il se rapprochait de la sécurité. Sur le pont, les soldats avaient presque fini de recharger.
Leurs baguettes métalliques scintillèrent tout en même temps sous le soleil, tandis qu'ils les extrayaient, les faisaient tournoyer dans l'air, puis les enfonçaient à nouveau dans leur fût. Les 2 sentinelles tirèrent de nouveau, chacune de son côté, mais sans succès. L'homme traqué aperçut tout cela par-dessus son épaule. Il nageait à présent vigoureusement dans le courant. Son esprit était aussi vif que ses bras et ses jambes. Ses pensées fusaient avec la rapidité de l'éclair. « L'officier, raisonna-t-il, ne refera pas cette erreur de bureaucrate militaire. Esquiver une salve est aussi facile que d'éviter un tir isolé. Il a sans doute déjà donné l'ordre de faire feu à volonté. Dieu me vienne en aide, je ne pourrai pas tous les éviter. » Un bruit terrifiant éclata à 2 mètres de lui, suivi d'un sifflement brutal et décroissant qui sembla remonter jusqu'au fort avant d'exploser dans une détonation qui fit vibrer la rivière jusqu'en ses profondeurs. Une gerbe d'eau surgit en arc, s'abattit sur lui, l'aveuglant, l'étouffant. Le canon venait d'entrer en jeu. En secouant la tête pour se libérer du tumulte liquide, il entendit l'obus dévier dans l'air et, l'instant d'après, il crépitait et fracassait les branches dans la forêt au-delà de la rive. « Ils ne referont pas cela, pensa-t-il. La prochaine fois, ils chargeront ta mitraille. Je dois garder l'œil sur le canon. La fumée m'avertira. Le bruit du tir arrive trop tard. Il traîne derrière le projectile. C'est une bonne pièce d'artillerie. » Soudain, il sentit son corps happé et se mit à tournoyer sur lui-même, pivotant comme une toupie. L'eau, les berges, la forêt, le pont maintenant lointain, le fort, les hommes, tout se fondit en une masse confuse, indistincte. Les objets n'existaient plus que par leur couleur, devenus des traînées horizontales formant des cercles mouvants. Voilà tout ce qu'il voyait. Il avait été pris dans un tourbillon et entraîné dans une spirale folle. Sa vitesse de rotation et de déplacement lui donnait la nausée. En quelques secondes, il fut projeté contre le gravier, sur la rive gauche du cours d'eau, la rive sud, derrière une avancée rocheuse qui le dissimulait à ses poursuivants. L'arrêt soudain de son mouvement, le frottement brutal de sa main contre les cailloux, le ramenèrent à la réalité. Il éclata en sanglots de joie. Il enfonça ses doigts dans le sable, s'en couvrit en le lançant lui-même par poignées et le bénit à haute voix. Il lui sembla que les grains brillaient comme des diamants, des rubis, des émeraudes. Il ne pouvait imaginer rien de plus beau. Les arbres sur la rive lui apparurent comme des plantes géantes dans un jardin d'Éden. Il perçut un ordre précis dans leur disposition, s'enivra du parfum de leurs fleurs. Une étrange lumière rosée filtrait entre les troncs et le vent, dans leurs branches, jouait une musique éthérée, pareille au chant des harpes éoliennes. Il n'avait plus aucun désir de parfaire son évasion. Il se sentait bien ici, dans ce lieu enchanteur, prêt à s'y abandonner jusqu'à ce qu'on vienne le reprendre. Un sifflement strident, suivi du fracas de la mitraille brisant les branches au-dessus de sa tête, le tira brusquement de son rêve. Le canonnier frustré lui avait adressé un dernier salut, tiré au hasard. D'un bond, il se redressa, escalada la rive en pente et s'enfonça dans la forêt. Toute la journée, il marcha, guidé par le soleil. La forêt semblait interminable. Nulle part il ne trouva la moindre clairière, pas même un chemin de bûcheron. Il ne se souvenait pas vivre dans une région aussi sauvage. Cette révélation avait quelque chose d'étrange, presque surnaturel. À la nuit tombée, il était épuisé, les pieds en feu, tenaillé par la faim. La pensée de sa femme et de ses enfants le poussait en avant. Enfin, il trouva une route qui s'étirait dans ce qu'il savait être la bonne direction. Elle était large et droite comme une avenue urbaine, et pourtant semblait n'avoir jamais été empruntée. Aucun champ ne la bordait, aucune maison ne la longeait. Pas même l'aboiement d'un chien n'évoquait une présence humaine. Les troncs sombres des arbres formaient un mur linéaire de part et d'autre, se rejoignant à l'horizon en un point, comme dans un exercice de perspective. Levant les yeux à travers cette faille dans la canopée, il vit les étoiles d'or, immenses et étranges, regroupées en constellations inconnues. Il était certain qu'elles suivaient un ordre mystérieux, porteur d'une signification occulte et malveillante. Les bois de chaque côté bruissaient de sons étranges, parmi lesquels, une fois, 2 fois encore, il distingua nettement des murmures dans une langue inconnue.
Une douleur vive lui traversa la nuque. Il porta la main à son cou et sentit une enflure horrible. Il savait qu'un anneau noir en marquait la peau, là où la corde l'avait meurtri. Ses yeux étaient congestionnés. Il n'arrivait plus à les fermer. Sa langue, gonflée de soif, sortit instinctivement d'entre ses dents pour s'humecter dans l'air frais. Le sol sous ses pieds était devenu si doux qu'il ne le sentait plus. Sans doute, malgré sa souffrance, s'était-il endormi en marchant, car voilà qu'il voyait une autre scène. Ou peut-être venait-elle seulement de sortir d'un délire. Il se tenait devant le portail de sa propre maison. Tout était exactement comme il l'avait laissé, baigné dans la lumière claire et radieuse du matin. Il avait dû marcher toute la nuit. Poussant le portail, il s'engagea sur l'allée blanche. Soudain, un froufrou de tissu attira son regard. Sa femme, fraîche, lumineuse, descendait du perron pour l'accueillir. En bas des marches, elle l'attendait, un sourire d'une joie ineffable illuminant son visage. Sa silhouette empreinte d'une grâce et d'une dignité parfaite. « Dieu, qu'elle est belle !» Il se précipita vers elle, les bras tendus. Au moment où il allait la serrer contre lui, il sentit un coup terrible s'abattre sur sa nuque. Une lumière aveuglante explosa tout autour de lui dans un fracas semblable à un coup de canon. Puis, plus rien. Obscurité, silence. Peyton Farquhar était mort. Son corps, la nuque brisée, oscillait doucement sous les poutres du pont d'Owl Creek.